Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va milkshaker avec Louise et Néo. Louise a allaité Néo durant 1 an et Néo s'allaite tout seul depuis 7 mois, comme elle l'explique. En tout cas, pour eux, l'allaitement, c'est partout, tout le temps, comme le dit le dicton. Et le parcours n'a pas toujours été simple. Entre douleurs d'allaitement, candidose mammaire et sérieux manque de sommeil, Louise a su surfer plus ou moins facilement sur cette vague de l'allaitement et de la parentalité. Objectif 6 mois, c'est progressivement transformé en allaitement d'un bambin, en envie de sevrer parfois et puis finalement de se laisser porter, sans autre perspective pour cet allaitement qu'une fin toute douce, quand leur duo l'aura décidé. Louise nous livre ici sa version de cette première maternité par le prisme de cet allaitement. Elle revient non sans émotion sur ces 19 mois écoulés et le chemin parcouru, entre téter toutes les 2 heures durant des mois, jusqu'à cet après-midi de septembre où je l'ai retrouvée pour enregistrer cet épisode, bel et bien seule et même sans tire-lait. Vous y entendrez la voix d'une mère qui certes donne tout pour son bébé, mais le fait avec le recul nécessaire pour s'écouter, se questionner, s'octroyer le droit de faire un jour autrement si nécessaire. Bref, un joli témoignage qui aidera, j'en suis sûre, à normaliser l'allaitement, qu'importe sa durée. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Louise, bienvenue dans Milkshaker. Merci. Alors Louise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie avant qu'on commence ? Oui, alors qui je suis ? Je m'appelle Louise, je vis à Marseille, je suis thérapeute comme on se le disait juste avant, je suis psychosomatothérapeute qui est un très long mot que personne ne comprend et du coup je me suis renommée artiste thérapeute parce que j'étais aussi comédienne pendant 10 ans et que je fais beaucoup d'art-thérapie et j'anime en fait tous les mois des retraites entre femmes autour de plein de thématiques différentes, plein de problématiques différentes et on utilise plein d'outils, justement, l'art-thérapie, la méditation, la danse, le chant, l'eye gazing. On va dans la piscine aussi, on fait beaucoup de coaching collectif. Voilà, c'est un moment pour se dépasser, affronter ses ombres et puis se faire du bien, se retrouver entre femmes et trouver un peu de soutien. Ouais, en groupe. En groupe, ouais. Après avoir fait longtemps de l'individuel. Exactement, ouais. J'ai fait longtemps de l'individuel pendant 4 ans. J'étais en cabinet puis à distance avec les patients. Et j'anime des groupes depuis 10 ans. Donc, c'est vraiment ça, c'est ma passion, les groupes. Il y a vraiment un égrégore particulier et une magie qui se crée dans les groupes et dans les stages qu'on retrouve pas en individuel. Tout à fait. Et donc, tu es une maman aussi. Et je suis maman, oui. Je suis maman d'un petit Néo qui a eu 19 mois hier. Et qui est allaité. Alors, en fait, c'est drôle parce que, d'ailleurs, je commence par ça, mais quand on me demande « Est-ce que tu allaites encore ton enfant ?», j'ai presque envie de répondre non, parce que je trouve qu'à partir de 1 an, c'est vraiment l'enfant qui s'allaite lui-même. Enfin, c'est l'enfant qui mange tout seul, quoi. Moi, jamais je vais lui dire tiens, je t'allaite, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'arrive jamais que je lui donne mon sein sans qu'il me le demande. Jamais je lui dis tiens, tu veux pas une petite tétée ? Non, ça n'arrive pas. Par contre, lui qui vient et qui me tire le t-shirt et qui me
Voilà, et qui me dit Ouais. tété, tété quand il revient de la crèche. Et donc, je trouve qu'à partir de 1 an, est-ce que tu allaites toujours ton enfant? Non. Par contre, lui, il tète toujours. Lui, il Tu vois. s'auto-allaite. Voilà, c'est ça. Lui, par contre, il tète encore. Ok. Comment ça a démarré tout ça, Louise, quand t'es tombée enceinte? Est-ce que tu savais que t'allais allaiter? Est-ce que c'était voilà, un projet important pour toi ou est-ce que c'est un truc qui t'est apparu comme une évidence pendant la grossesse? Ou encore, est-ce que tu t'étais dit non, moi, l'allaitement, pas trop pour moi et que finalement t'es tombée dedans? Si, j'avais envie d'essayer, mais sans pression. Je me mettais pas de pression, pas d'enjeu. Et puis, j'ai été quand même bien accompagnée. Je pense que ça commence par là. Ça commence par comment on est accompagné. Déjà, est-ce qu'on a une montée de lait à la maternité et comment on est accompagné à la maternité? Moi, je trouve que les sages-femmes, j'ai accouché à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille et elles étaient plutôt chouettes. Ouais. Après, oui, les débuts, la montée de lait au début, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus douloureux. En fait, j'ai juste eu les seins, oui, un peu plus gros, un peu plus, voilà, mais c'était pas non plus ce qu'on me racontait d'horrible, quoi. Qu'est-ce qu'on t'avait raconté? Enfin, que ça allait être des obus tout durs, oh mon Dieu, super douloureux, 2 obus et tout. Non, j'ai juste pris une taille de soutien-gorge. Mais même moi, je me suis dit, est-ce que j'ai eu ma montée de lait? Oui, peut-être, non, j'en sais rien. Enfin, c'était pas très clair. D'accord. Mais finalement, oui, je l'ai eu, je l'ai mis au sein. Alors, pas tout de suite parce qu'il est sorti, il est allé en pédiatrie parce qu'il est sorti avec 2 jours de retard. On a dû l'aspirer. Rien de très grave, mais du coup, on l'a sorti avec des ventouses aussi, ce qui a un peu créé justement des tensions par la suite avec l'allaitement, on en parlera, mais ça a créé des tensions dans sa mâchoire, j'imagine. Ouais, enfin, tu dans le son diras crâne, mieux dans que... sa mâchoire, ouais, voilà, voilà, certainement. Tu le diras mieux que moi, mais voilà, c'est ça. Et donc, ouais, le début a été, je pense, OK à la maternité. C'est plus en revenant à la maison où, oui, c'est là où... Justement, je commençais à poster des Instagram versus réalité. Parce que juste, non, en fait, je sautais au plafond à chaque fois qu'il se mettait au sein, tellement c'était douloureux. Et on en parlait juste un peu avant. Mais C'était pas le cas à la maternité? Ça a commencé quand t'es rentrée à la maison? en tout cas, j'ai l'impression que ça s'amplifiait avec le temps. Enfin, Ah, d'accord. j'ai eu mal pendant environ 1 mois. Ouais. Et j'ai l'impression que... Ouais, même si je mettais de la lanoline, là, le truc de Lancino juste après, là, le crème tube violette qui sauve tout le monde. J'ai pas eu de crevasse, heureusement. C'est le seul truc que j'ai pas eu. C'est déjà pas mal. Voilà, Ouais. et c'est déjà super. Mais du coup, oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se mettait au sein, je sautais au plafond de douleur. Et j'ai l'impression, oui, que ça s'amplifiait et que ça devenait de plus en plus douloureux au fur et à mesure des semaines. Jusqu'au jour où on a vu, où justement les filles sur Instagram m'ont dit « Mais attention, il est mal positionné ton bébé ». Clairement, je postais des photos, mon fils il avait la tête d'un côté, le corps de l'autre. D'accord. Oui, donc tu n'avais pas encore reçu d'infos sur comment positionner mon bébé, au moins dans les démarrages, pour qu'il soit bien au-dessus de moi, bien ventre contre ventre, etc. Non, j'avais pas ces infos-là. Et heureusement, c'est aussi à ça que sert Instagram, c'est que j'avais une espèce de communauté de mamans qui avaient déjà allaité leur bébé et qui m'ont donné plein de super conseils. Et du coup, voilà, je l'ai un peu repositionné correctement, justement, comme tu dis, pour qu'il soit en face. Mais après, on est allé voir finalement une chiropractrice, comment tu dis, c'est ça ? C'est ça. Et qui nous a dit qu'en effet, il avait des freins restrictifs et des tensions aussi à cause du fait qu'il avait eu les ventouses à l'accouchement. Et donc, elle lui a fait faire des exercices intrabuccaux que nous aussi, on a fait à la maison pendant assez longtemps. Hein. Je pense que ça a duré j'ai presque envie de dire plusieurs mois, quoi, ou au moins plusieurs semaines. On l'a vu plusieurs fois un peu étalé dans le temps. Parce que je me souviens qu'il y avait des épisodes où il ne pouvait téter qu'allongé. D'accord. Donc, il devait être allongé quelque part sur le dos et moi, je devais me mettre position de la louve. Très pratique en société. Ouais, très pratique en société. Je vous raconte pas les photos que j'ai pu faire dans les Uber, par-dessus le siège auto, à me hisser par-dessus. Enfin, bon, bref. Donc oui, pas du tout pratique en société, ça c'est clair. Mais donc... Ça a réglé les choses de faire tout ça, c'est-à-dire parce que les séances de thérapie manuelle, de chiropraxie là en l'occurrence, ça permet déjà de relâcher pas mal de tension normalement et que ton bébé il ouvre mieux la bouche, il déploie mieux sa langue, donc ça peut déjà faire diminuer les douleurs. Plus les massages que tu as fait, si jamais il y avait des petits freins et des tensions bien spécifiques autour de la langue et des lèvres. Tu dirais que comment ça a été mieux au bout de combien de temps tu as senti que ça s'améliorait ?
C'est fou comme on oublie vite. Et Ouais. en plus, moi, les temps et tout sont très flous. Depuis que je suis maman, c'est encore pire qu'avant. J'ai vraiment un cerveau en gruyère. Mais oui, pour moi, ça a duré plusieurs semaines, c'est sûr, peut-être plusieurs mois. Et j'ai l'impression que surtout, ça s'est corrélé un peu avec justement une candidose que j'ai chopée. J'ai une candidose de 1 mois et demi. Ouais, c'est toujours un peu long, hein, les vraies candidoses. Ouais. Donc ça, c'était assez coquin parce que la candidose, moi, j'ai appris que c'était aussi du coup un peu comme les mycoses, c'est-à-dire c'est un champignon. Champignon, candida albicans dans l'estomac. Et moi qui suis très sucre, bon, bah ça m'étonnait pas beaucoup d'avoir chopé ça, quoi. Je suis, à mon avis, les parois de mon intestin doivent être un peu poreuses et donc doivent tout ce bordel-là doit pas être tout à fait au clair. Mais c'était assez tôt, il devait peut-être avoir 3 mois, quelque chose comme ça. Et alors, donc oui, la candidose, ça gratte, ça lance, ça fait des espèces de décharges électriques, mais ça gratte aussi, je trouve, beaucoup. Et surtout, ce qui est galère, c'est qu'il faut traiter la bouche du coup du bébé. Ah voilà, c'est ça. Je me souviens que oui, c'était autour de ces 3 mois parce que j'ai commencé à voir qu'il faisait du muguet sur la bouche. Donc, c'est des espèces de petites traces blanches. Enfin, je sais pas comment tout à fait. C'est des traces blanches sur la langue, éventuellement sur les gencives, dans les joues. Ça fait comme un dépôt blanc, en fait, pas très joli. Et quand c'est épais, ça laisse penser que c'est pas juste un dépôt de lait, mais que c'est un champignon qui est en train de proliférer, de faire la fête dans la bouche. Exactement. Et sur les lèvres aussi. Et donc, si, je me souviens bien que ça, c'était à ces 3 mois. Et peu de temps après, ça a commencé à me gratter, etc. Donc, je me souviens de la galère de devoir traiter Néo en même temps de me traiter. Et que, parce qu'il me semble que l'un peut infecter l'autre, quoi. Et que c'est évidemment, comme c'est un champignon, c'est super contagieux. Donc ça, je dirais que c'est presque le truc le plus relou que j'ai eu, en fait. Même le fait d'avoir eu mal pendant 1 mois au début était pas aussi chiant que... Parce que je savais que c'était... Alors, pas normal, parce qu'en effet, on dit que quand on a mal, c'est pas normal et que c'était un mauvais positionnement, les freins, des tensions, etc. Tu savais, il y avait des raisons qui avaient été établies pour que ce soit un allaitement plus douloureux pour toi que pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Et en même temps, c'était pas non plus si douloureux que ça m'a fait arrêter, parce que je sais que ça peut être le cas, ça peut être tellement insupportable. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu t'es pas dit au démarrage, non, là c'est trop pour moi, ces douleurs, là à chaque tétée, je vais pas continuer. Ça t'a pas démotivé pour continuer ton projet? Non, parce que c'était vraiment la mise au sein. Et après, quand il tétait, ça allait. Mais c'était vraiment quand il chopait le sein que c'était genre... Ça faisait vraiment une décharge. Je me souviens que j'avais cette impression de monter au plafond de douleur et de manger ma bouche, quoi. Mais c'était pas insupportable au point d'arrêter, quoi. Vraiment, à aucun moment, je me suis dit j'arrête. Non. Mais par contre, la candidose, oui, là, c'était chiant parce que ça a duré. On a, je crois, testé plusieurs traitements. Et puis, tu sais pas vraiment non plus quand est-ce que c'est fini. Ah oui, je me souviens aussi un truc qui me revient là, c'est que la crème finalement anti-mycosique a créé une décoloration de mes tétons aussi. Donc j'avais des tétons genre clairs, puis foncés, puis j'avais une espèce de téton tricolore. Bon bref, mais du coup, donc ça c'était. Mais du coup, j'avais complètement oublié parce que finalement ils se sont reteintés, comme quoi le corps fait bien les choses. Donc ça a été, je dirais, le truc le plus chiant. T'as arrêté le sucre? Je suis même pas sûre. Trop dur. Je suis même pas sûre. Mais moi, vraiment, au moment de l'allaitement, de l'allaitement au début et de mon postpartum et tout, je mangeais genre 24 heures sur 24. Ambiance vraiment, j'avais nos limites. Là, quoi. Et surtout, ma plus grande peur, c'était de ne pas avoir de lait, de ne pas en avoir assez. Donc, je buvais des tonnes d'eau et je bouffais des tonnes de bouffe pour me dire, OK, comme ça. Alors que bon, après, j'ai appris que non, en fait, il faut juste manger normalement et boire normalement, qu'on peut bien sûr avoir plus faim et tout. Mais moi, vraiment, je l'ai poussé, quoi. Je bouffais vraiment comme 4. Tu t'es dit, là, il faut que je mange pour 2. Voilà, exactement. Alors que pas du tout. On sait bien que pas du tout. Mais voilà. Et ensuite, je dirais que ça s'est bien passé. Alors, pour dire quel type d'allaitement j'ai eu, peut-être, parce qu'il y en a plein de sortes. Moi, j'ai choisi d'allaiter à la demande. Parce que c'est plus simple pour moi. C'est pas une question de dévotion, etc. Mais c'est plus simple pour moi de me dire, quand mon bébé pleure, je le mets au sein. Et si c'est pas ça qu'il demande, il s'enlèvera du sein, il me dira autre chose. Mais si c'est ça qu'il demande, au moins... Enfin, voilà, je trouve que c'est un peu la solution de facilité. C'est ce qu'on t'avait préconisé peut-être aussi, parce qu'aujourd'hui, je pense que rares sont... Enfin, si, peut-être après, plus tard, tu vois, quand on demande d'espacer les tétés, etc. Mais au démarrage, maintenant, on dit quand même pas mal que c'est allaitement à la demande la règle.
Oui, et puis bon, je me voyais pas juste le laisser pleurer et lui dire non, tu as faim dans 2 heures. Enfin, instinctivement, de toute façon, pour toi, c'était logique d'allaiter à la demande. Exactement. J'ai allaité en exclusif et sans tirer mon lait surtout. Je crois que la première fois que j'ai tiré mon lait, c'était la première fois que je me séparais de lui. Et je pense que c'était à ces 9 mois, j'ai dû faire un tournage avec Evian à Paris et j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Ouais. Et j'ai dû tirer mon lait le midi pour la première fois de ma vie à 9 mois, quoi. D'accord. Donc, j'avais jamais tiré mon lait. Ça, pour le coup, c'était vraiment rédhibitoire pour moi. Tu voulais pas? Encore aujourd'hui, je déteste tirer mon lait. Et je pense que si j'avais dû retourner bosser à l'extérieur de chez moi, j'aurais allaité 3 mois. Enfin, j'aurais pas allaité du tout, quoi. Ouais, c'était pas un mode d'allaitement qui te convenait Non, ça me fait une sensation de désagréable. C'est comme des craies sur un... Tu vois, c'est comme des ongles sur un tableau ou comme une craie qui grince ou comme une fourchette. Ça me fait la même sensation de désagréable, tellement je déteste ça, quoi. Donc, j'ai dû tirer mon lait peut-être 5 fois dans ma vie. En cas d'extrême nécessité. En cas d'extrême nécessité. Et du coup, quand je partais... Donc, j'ai bien mis en place ma lactation parce que j'ai allaité, du coup, jour et nuit à la demande pendant 9 mois. Donc, le fils au sein, toutes les heures, toutes les 2 heures, jour et nuit, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est vrai, quand je dis ça, là, aujourd'hui, je me dis, si j'ai un deuxième enfant, je sais pas si je ferais ça, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça me semble, je me dis, mais comment j'ai fait ça? Alors que sur le coup, on le vit, on le fait. Mais après coup, je me dis, ah non, si j'ai un deuxième enfant, est-ce que je ferais ça? Je suis pas sûre que je serais capable de faire ça. Ça me semble horrible quand je le dis. Qu'est-ce qui te semble horrible quand tu le dis? Tu te dis que t'étais trop fatiguée? Tu te dis que, avec du recul, tu dis que c'était pas la bonne chose à faire? Pourquoi je me dis que je m'étais pas rendu compte quand même du manque de liberté que ça me donnait. Quand tu parlais de ça tout à l'heure, justement, avant qu'on enregistre. La première fois que je suis juste sortie dans la rue sans mon fils ou que je suis allée faire les courses, je pense qu'on était très collés, en fait, peut-être plus que la moyenne, on va dire, parce que, oui, en gros, je le voyais maximum toutes les 2 heures pendant 9 mois, quoi. Je me suis pas séparée de lui plus de 2 heures pendant 9 mois. Donc, c'était quand même, très demanding, quoi, très demandant, très exigeant. Et quand j'ai retrouvé ma liberté, j'ai fait genre, mais... I got the power. Vraiment, genre, et c'est la jouissance absolue. Même là, je suis à Paris, on se voit en vrai à Paris et je suis sans lui. Et c'est aussi génial d'avoir ces moments un peu de liberté. Donc, je suis pas sûre que j'aurais cette même dévotion pour le deuxième. Voilà, mais bon, en tout cas, à l'instant T où tu l'as fait, c'était voulu. Tu t'es pas forcé à le faire. C'est pas un truc où tu te disais oh là là j'ai pas le choix, j'allaite alors il faut que je reste. C'était un truc qui te convenait jusqu'au moment où les impératifs ont recommencé, quoi. Ouais, tout à fait. Pour moi c'était quand même important, je pense, d'allaiter jusqu'à 6 mois. Au début je m'étais quand même donné ça parce qu'on s'est dit 6 mois, on dit que, je sais pas si c'est d'ailleurs vrai ou pas, mais on dit que le système immunitaire est mature au bout de 6 mois. Moi j'avais entendu ça. C'est l'OMS qui préconise un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Voilà, aussi. En complément d'une diversification après jusqu'à 2 ans et plus si affinité. Exactement. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça, tu vois, dans l'idée que tu as dans la tête. Côté système immunitaire, je ne sais pas répondre à ta question. Je poserai la question. Bon, mais voilà, moi j'avais entendu ça. J'avais entendu évidemment aussi l'OMS, donc je m'étais dit 6 mois. Et puis quand j'ai passé 6 mois, je me suis dit 1 an, ce serait cool. Et puis après 1 an, je me suis dit, là, il faut arrêter. Et puis finalement, j'en suis encore à 19 mois. Donc, je dirais qu'à partir d'1 an, j'ai vraiment commencé à vouloir le sevrer, quoi. Donc, j'ai fait un peu des consultations avec Audrey du centre HMB, que peut-être les gens connaissent sur Instagram. Elle a fait un épisode sur le sommeil dans Milkshaker. Ok. Ouais, qu'ils la connaissent. Bon, donc voilà. Épisode... Je sais plus, je vous le remettrai. Ok. Et puis finalement, je pense que mon envie n'était pas assez ferme et définitive, pas assez claire. Lui n'en avait clairement pas envie non plus. Et du coup, je pense que les brefs moments où j'en avais vraiment marre, et il y en a eu beaucoup, il y en a pas eu que à partir de 1 an, il y en a eu bien avant ça, particulièrement la nuit. Mais oui, à partir d'1 an, j'ai essayé de le sevrer et puis finalement, j'ai jamais réussi. La blague, c'est que en juin, donc il devait avoir peut-être 17 mois, je suis partie 1 semaine au Club Med toute seule. Donc je me suis dit, là, voilà,
le sevrage va s'imposer à nous et ça va être... c'est le moment parfait. C'est le moment parfait. 17 mois, ça suffit, machin. Donc, je pleure dans le... Je pars avec d'ailleurs Ali de Tagine Banane. Ouais. Et donc, je pleure dans le train avec elle en disant « C'était ma dernière tétée, nanana. » Et elle me dit « Ah, tu sais, c'est pas sûr. Autant à 17 mois, dans une semaine, t'auras encore du lait. » Je lui dis « Mais jamais de la vie. » Pendant une semaine, je ne tire pas mon lait du tout. Donc, j'allaite de un seul sein depuis ces 9 mois, donc j'aurais allaité plus longtemps de un seul sein que de 2 seins. On peut allaiter de un seul sein sans aucun problème, hein, tu Tout me à le fait. confirmes. Exactement. Il y en a qui allaitent des jumeaux, donc a priori, c'est possible d'allaiter d'un sein un bébé. Exactement. Et plus, c'est pareil si affinité, parce que si on en a 3, tout Exactement. est possible. Et elle me dit non, c'est pas sûr, etc. Peut-être que tu auras du lait. Bon, je ne tire pas mon lait du coup de pendant une semaine et surtout, je n'ai aucun engorgement. Tout va bien. J'ai les seins complètement comme des œufs, comme des œufs au plat, comme c'est le cas quand elle est pendant 19 mois. Et je rentre chez moi, mon fils évidemment se jette sur mon sein et là, qu'est-ce qui sort? Du lait, quoi. Donc là, j'ai fait genre, ok, je ne comprends plus rien, j'abandonne cette idée de sevrage. Je partirai plus longtemps la prochaine fois. Je partirai 2 semaines. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant. Et ce qui est drôle, pour la petite anecdote aussi, c'est que 2 jours plus tard, je le requitte, mais seulement pour genre 48 heures, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah oui, non, pardon. Je pars en vacances avec lui. Donc, il restimule la lactation pendant genre 10 jours. On n'est que tous les deux à la campagne. Ouais, alors là, il s'est rattrapé de ta semaine. Donc là, il se rattrape en mode vite, il faut que je restimule la lactation de ma mère pour continuer de téter. Donc ma lactation est repartie comme en 40, même plus qu'avant. Et je le drop à son père, je le donne à son père pendant 48 heures et moi je rentre à Marseille. Et là, donc à 18 mois, hein, enfin vraiment, le mois dernier, je me tape un engorgement, quoi. Ah ouais, mais là, il y était allé fort. Voilà. Et je me tape un engorgement, mais le soir même ou le lendemain matin, je me dis, mais j'ai mal au sein, c'est bizarre, je vais pas avoir mes règles. Enfin, tu sais, je comprends même pas ce qui se passe. Et en fait, je me rends compte que j'ai un engorgement. Et là, je tape, du coup, engorgement, ce qui ne m'était jamais arrivé puisque mon fils était collé à mon sein. Et je tape engorgement, etc., machin. Et finalement, j'ai fait le truc du verre. Ah oui, les verres tahitiens? Alors, je ne sais pas. De l'eau chaude dans un verre, tu trempes ton sein dedans et ça fait transfert dans l'eau chaude. Exactement. Et j'ai trouvé ça révolutionnaire. Mais si je peux donner un petit conseil, c'est que moi, donc oui, il faut mettre de l'eau chaude, pas brûlante, dans un verre. Oui, allez pas vous brûler les mamelons. Voilà, parce que votre mamelon, moi ça je l'avais pas compris, votre mamelon, vous allez mettre votre sein dedans, mais du coup votre sein va tremper dans de l'eau chaude, donc il faut pas qu'elle soit bouillante. Et ensuite, parce que moi, le lait n'a pas coulé tout de suite, j'ai massé le sein autour de la zone engorgée. De la zone engorgée et des espèces de caillots de lait qui étaient un peu durs, quoi. Je sentais qu'ils se brisaient sous le massage du verre, quoi. Et ça a pris... Enfin, c'était super physique, parce qu'en plus, il faut le faire la tête à l'envers. Enfin, je me souviens que j'étais la tête à l'envers. Ah bon? Bah, va savoir pourquoi j'étais la tête à l'envers. Non, mais c'est-à-dire que pour mettre ton sein dans un verre d'eau, a priori, le verre d'eau n'est pas au-dessus de toi. Ah, voilà, c'est ça. Mais tête à l'envers ou pas, enfin, je pense que ça marche. Tant que ton sein est dans le verre. C'est ça. Donc, je me souviens. Et donc, j'avais mal à la tête. Enfin, j'ai fait ça jusqu'à 2h du mat à me masser le truc. Enfin, j'avais mal à la tête. Donc, ça, c'était un peu chiant. Et quand tu pars comme ça, lui qui a allaité à la demande, justement, le reste du temps, comment ça se passe pour lui, de son côté? Il t'aide pas? Il prend pas d'autres apports en lait? Il a été diversifié, j'imagine, entre-temps? Oui, oula. Néo, il mange plus que moi. Hein. Néo, c'est... Ouais. Il faut y aller, hein. Faut lui servir. Ouais. Gros appétit. Depuis ses 6 mois, il mange très bien. Il a toujours mangé de tout. Je me souviens qu'à 6 mois, il mangeait déjà du fromage à la truffe, des sandwichs Monsieur. de jambon et de bœuf, enfin, des olives noires et compagnie, donc des sardines, enfin, de tout. Aucun souci de diversification. Aucun souci, tout va bien. Donc oui, diversifié depuis ses 6 mois. À la crèche, depuis ses 9 mois. On lui faisait faire des petites, parce que j'ai souvent cette question, j'appréhende la crèche évidemment, enfin c'est aussi évidemment une grosse question. Bon, nous il y allait à 9 mois, donc relativement tard par rapport à quelqu'un qui a un travail classique, mais on lui faisait faire des petites journées. À 9 mois, moi je tenais sans tirer mon lait de 10h à 16h. D'accord. Donc on le posait à 10h, on allait chercher à 16h et je lui faisais une tétée à 9h30 et une tétée à 16h30 et ça allait. Et ma lactation a été maintenue c'est comme très ça. bien entretenu, ouais. Je dirais que j'ai fait le sevrage nocturne
vers ces temps-là aussi, vers ce moment-là aussi, vers 10-11 mois par là, enfin au moment de sa rentrée, quoi, plus ou moins. Bon, très dur, hein, le sevrage nocturne, évidemment. Pourquoi sevrage nocturne ? Parce que la nuit, t'en pouvais plus ? Il continuait 2 heures le jour, 2 heures la nuit, là, c'est ça ? Oui, alors, bon, nous, le sommeil, ça a été tout un truc, hein, ça a été vraiment le plus gros challenge de notre maternité by Alors, far. attends, juste entre-temps, Candidos parti, c'est-à-dire que de 6 à 9 mois, là, cette période-là, tout roule dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que t'as un allaitement, c'est un long fleuve tranquille. Alors, je dirais pas ça, parce que clairement, parfois, je n'en pouvais plus, quoi. Déjà, à cette période-là, oui, ça devient pesant quand même. Oui, parce que je me souviens que je faisais des petits points une fois par mois sur Instagram à poster des vidéos de moi qui allaite au bout de ma vie, et je me souviens que j'écrivais des posts genre... j'en peux plus, quoi, tu vois, j'en peux plus et en même temps c'est merveilleux, mais enfin c'était pas que merveilleux ou que horrible, c'était vraiment les deux, quoi. D'accord. Évidemment c'était quand même plus merveilleux qu'horrible, sinon j'aurais arrêté. Sinon t'aurais arrêté, ouais. Mais non, c'était pas un long fleuve tranquille du tout, surtout à ce moment-là où même s'il est diversifié, il tète encore beaucoup, on va pas se mentir. Et ouais, donc 9 mois à la crèche, puis à ce moment-là on s'est fait aider alors pas du tout l'approche de Audrey, tu vois, mais on s'est fait aider d'une coach en sommeil, tu vois, Fait Dodo puis Fait de Beaux Rêves, qui ont à peu près la même approche, parce qu'on voulait passer, parce qu'il dormait dans notre lit. C'est ça aussi que peut-être je n'ai pas précisé. Il dormait dans notre lit jusqu'aux 9 mois. Donc pratiquement, Julien a dormi sur un canapé pendant 9 mois, il n'en pouvait plus. Et moi, j'étais clouée au lit à 19h, avec mon sein dans sa bouche, parce que dès que je lui enlevais, il se réveillait, à travailler sur mon téléphone de 19h à minuit et à manger silencieusement une assiette. Enfin, je n'avais pas de vie, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, c'était devenu plus trop supportable, cette situation-là. Voilà, ça, c'était pas possible. D'où le sevrage nocturne. Voilà, d'où le sevrage nocturne, sans parler que, évidemment, comme j'étais juste à côté, il sentait le lait et que, du coup, il avait une multitude de micro-réveils dans la nuit où il prenait le sein pour téter, mais pas pour faire des tétées nutritives. Non, juste parce qu'il sentait le lait et que voilà. Donc ça, non, ça c'était plus possible ni pour Julien, ni pour notre couple, ni pour Néo d'ailleurs, qui avait du coup un sommeil super agité avec de multiples réveils. Donc ça c'était non. Donc voilà, on a fait appel à ce coaching sommeil qui a été très chaotique et très difficile et très éprouvant et très challengeant. Mais au final, on l'a quand même mis dans son lit, dans sa chambre. Et voilà, en même temps que la crèche. Et donc à ce moment-là, plus ou moins aussi, on a fait le sevrage nocturne que Julien s'est tapé, du coup, clairement, disons les choses clairement. Si c'est la mère qui y va, enfin, si vous voulez allaiter si vous voulez sevrer votre bébé en sevrage nocturne et que c'est quand même vous qui vous occupez de faire les réveils nocturnes sans lui donner le sein... Vous rajoutez un niveau de difficulté dans le sevrage, là. Enfin, moi, je me souviens que justement, Fait Dodo nous disait le sein, c'est comme la clope, quoi. C'est comme si vous arriviez avec une clope devant le nez d'un clopeur qui essayait d'arrêter et que vous lui souffliez de la fumée dans la gueule, quoi. Enfin, donc, clairement, Julien, s'est tapé. Du coup, lui qui dormait plutôt bien pendant 9 mois, parce que du coup, c'est moi qui... Bah là, c'est clair que, ça a changé. Donc, c'est lui qui s'est tapé tous les réveils Comment nocturnes. il faisait ? Il le berçait ? Il le berçait pour le rendormir ? Ouais, on lui donnait pas de biberon, il le berçait, il lui parlait, il le prenait dans ses bras. On a tout essayé, tout essayé fois 1000, ne pas rentrer dans la chambre, rentrer toutes les 10 minutes, toutes les 3 minutes, rentrer, rester. Vous avez testé toutes les méthodes possibles et imaginables. Toutes les méthodes possibles et inimaginables, rester sur le canapé à côté, ne pas rester, parler à travers la porte, ne pas y aller du tout, y aller à fond, rester... Enfin bon. Voilà. Bon, même vous, à la fin, vous deviez être perdus, là, non ? Ouais, on était quand même accompagnés, mais c'est vrai que ça a été vraiment difficile pour nous trois. Et puis, maintenant, il fait ses nuits, jusqu'à 5-6 heures, il pleure à ce moment-là, on le prend dans le lit, il fait sa tétée, on se rendort en général jusqu'à 7-8 heures. Donc là, c'est cool aujourd'hui, mais ça a mis du temps. Et donc, sevrage nocturne vers 9-10 mois, c'est ça. Et puis après, non, j'ai envie de dire, enfin, moi, la raison pour laquelle je continue aujourd'hui, c'est que si je peux me barrer au Club Med une semaine toute seule et pas tirer mon lait, que là, je peux venir ici, enfin, autant je vais me taper en engorgement. D'ailleurs, j'ai même pas pensé, là, je suis à Paris alors que j'habite à Marseille, je rentre demain, j'ai même pas pensé à prendre mon tire-lait. Enfin, tu vois, voilà, là, c'est... Ça Oui, là, c'est juste que tu aurais invoqué un truc pour avoir un engorgement juste ce soir après en avoir parlé. Mais... Oui, non, mais bon, voilà quoi. A priori, moi, si je peux dormir la nuit, que je peux me barrer quand je veux et que j'ai pas à tirer mon lait,
bah, c'est que du bénéf. Ah oui, pourquoi arrêter ? Là, c'est que du plus, quoi. C'est que des tétés câlins, c'est que des... Et évidemment, j'adore ce contact-là, cette connexion-là, ce moment privilégié, c'est trop beau. Donc là, du coup, je me dis... tu continues comme ça Je continue comme ça. Le seul truc qui me questionne, et peut-être que tu pourras me répondre d'ailleurs, c'est là, dans l'idée, on aimerait bien avoir un deuxième enfant, pas forcément dans l'immédiat, mais voilà, on commence à y penser, on commence à s'y mettre tout doucement. Est-ce que à ce niveau-là de mon allaitement, c'est-à-dire j'allaite d'un sein, j'allaite plus la nuit, je peux passer plusieurs heures, éventuellement jours sans allaiter, est-ce que l'allaitement a encore un impact sur ma fertilité à cet endroit-là de mon allaitement Je n'ai pas de réponse ferme et définitive. Une chose est sûre, si tu as eu ton retour de couche et que tu as des cycles qui sont revenus, oui, c'est OK. Bon, bah donc voilà. Voilà. Là, donc tu continues. allons-y. Parce que là, du coup, projet numéro 2. Je prends une seconde ici pour vous dire que ma réponse à Louise, à sa question, n'est ni juste, ni complètement fausse, mais en tout cas qu'elle mérite des précisions que vous aurez très prochainement dans un épisode expert consacré aux effets de l'allaitement sur la fertilité, bien spécifiquement. Patience, c'est pour dans 15 jours. Notez que la suite de l'histoire va en être modifiée, mais pour l'heure, je vous laisse écouter comment elle projetait la suite de son allaitement avant d'obtenir ces informations. Alors Louise, projet deuxième ? Ouais, dans l'idée. Après, il y a encore des jours où je me dis, ça commence à être... Enfin, 18 mois, je trouve que c'est l'âge où ça commence, en tout cas pour nous, où ça commence à être facile, où il commence à manger tout seul, où il commence à jouer tout seul, oui, justement, il fait ses nuits, où du coup, on commence à se reposer. Enfin, donc c'est... En même temps, oui, enfin, voilà, moi j'ai 34 ans, Julien a 42 ans, on a envie qu'ils aient pas trop d'écart, on a envie de... Tant qu'on est dedans, on est dedans, enfin, on a envie d'enchaîner pour que ce soit fait. Et en même temps, parfois, je me dis, on est bien là. Enfin, tu vois, l'équilibre, il est là. On commence à être bien. On commence à être bien. Voilà, il est à la crèche, ça se passe bien. Enfin, tu sais, tout est quand le rythme est fait. Moi, je dis toujours ça 4 ans après, donc ouais. Il y a un moment où il faut prendre la décision. C'est ça. Non, mais bon, voilà. Parce qu'on est toujours un peu mieux quand ils grandissent, on a toujours un peu plus de liberté. Bah, bien sûr. Et je dirais pareil dans un an si je me décide pas. Donc, je t'invite, si t'en veux un deuxième rapproché, à pas attendre le moment où on est prêt, parce que je crois que... Non, bien sûr. Pas. Non, mais dans l'idée, on est quand même prêt, on a envie d'en avoir un, mais voilà, il viendra au moment où il viendra, et ce sera très bien. Ce sera lui qui choisira son moment, donc... Et alors, du coup, là, t'en es à 18 mois d'allaitement. Ouais, j'en suis à 18 mois et je me suis chopée, donc si je le calcule... Ah oui, parce que j'ai oublié de dire quand même qu'en plus de l'engorgement que j'ai eu à 18 mois, j'ai aussi eu une... Comment ça s'appelle, un engorgement qui finit mal ? Une mastite ? Une mastite à 13 mois. Et là, pour le coup, c'était un peu moins drôle parce que... Parce que la mastite, si les gens ne savent pas, mais je pense que s'ils t'écoutent, ils savent, c'est vraiment les mêmes symptômes que le Covid, quoi. Enfin, moi, je me suis vraiment dit... On passe en mode inflammatoire, voire infectieux de... C'est ça. Et là, c'est vraiment les mêmes symptômes, enfin, genre cloué au lit, fièvre, maux de tête, nausées, enfin, terrible, quoi. Et finalement, alors je sais plus pourquoi j'en ai eu un d'ailleurs, mais finalement, j'ai mis mon fils au sein pendant 48 heures, pendant tout le week-end pratiquement. Comme j'étais malade, j'étais au lit. Et lui, du coup, il était plus ou moins au lit avec moi toute la journée à téter. Et finalement, c'est lui qui a réglé l'affaire. Il a drainé ce qui coinçait. Et c'est fou. Et je me suis dit à ce moment-là, l'intelligence de l'enfant, de savoir exactement où positionner son menton pour bien appuyer justement sur les canaux lactifères bouchés, enfin bien se positionner différemment. Toi, t'as rien fait, c'est lui qui a tout fait. Je n'ai rien fait. J'ai fait des douches chaudes, quoi, mais j'ai pas fait le truc du verre. J'ai pas. Tu l'as laissé gérer. Je l'ai laissé gérer, quoi. Et je me dis waouh, enfin. Ouais, incroyable, quoi. Il m'a vraiment libérée de cette maladie en 48 heures, quoi. Enfin... Donc, tu as quelques galères d'allaitement à ton actif. Ouais, voilà. Mais la candidose étant la pire. Et puis, bien sûr, les nuits, quoi. Les nuits sont difficiles. Mais les nuits sont moins difficiles si le bébé est dans le lit, je trouve... Ouais, tu disais que vous avez fait du cododo pendant 9 mois, du coup, c'est ça ? On a fait du co-sleeping, c'est-à-dire que vraiment, il était dans notre lit. Il n'était pas dans un cododo à côté, parce qu'au début, on avait un cododo à côté, mais à chaque fois qu'on le reposait, il se réveillait. Et je l'emmaillotais pas, enfin voilà, donc il se réveillait tout le temps. Donc au bout d'un moment, en fait, je l'ai gardé plus ou moins dans mes bras ou sur moi, ou enfin voilà, il dormait plus ou moins au sein. Et en fait, tout le monde dormait mieux comme ça. Et ça a duré un peu trop longtemps. Si c'était à refaire, je le referais pas aussi longtemps, parce que clairement, j'ai appris qu'à partir de 4 mois, déjà l'enfant sait quand c'est la nuit, quand c'est le jour, et surtout...
l'enfant sait ce qu'il lui faut pour s'endormir, quoi. Il a conscience de ses stratégies de sommeil. Donc, il demande maman, il demande le sein, il demande la pousse. Enfin, voilà. Oui, bah, c'est rituel qu'il a instauré. C'est ça. Donc, si c'était à refaire, je le referais peut-être 3 mois, tu vois, quand ils sont tout petits, qui dorment partout et qui savent pas où ils sont. Mais bon, à partir du moment où ils grandissent, ouais, je le mettrais quand même plutôt dans son lit, quoi. C'est toujours cette difficulté quand il y a un truc qui fonctionne et que ça permet de dormir alors qu'on est crevé, de se dire, la veille, ça fonctionne, pourquoi pas le lendemain? Et en fait, le lendemain, il se passe une semaine, 2 semaines, 1 mois et il a 9 mois. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'était une stratégie, du coup, de sommeil. C'était pas pour l'allaitement particulièrement, c'était que c'était comme ça qu'il dormait bien. C'est ça. Et que moi, du coup, je dormais bien et que Julien, du coup, dormait bien. Mais c'est toujours, moi, je dis toujours, justement, dans la maternité, enfin, la parentalité, c'est toujours ce truc de court terme, long terme. Est-ce qu'on pense à court terme et on le laisse dans le lit parce que tout le monde dort mieux comme ça? Ou est-ce qu'on se tape la putain de mission qui peut prendre des semaines à tenir de non, tu dors dans ton lit, c'est comme ça, pour aujourd'hui, des mois après, avoir le résultat, quoi. Et finalement, on se l'est tapé, cette grosse mission de plusieurs semaines et de plusieurs mois même. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus rapide. Pour nous, ça a été vraiment très compliqué. Mais en effet, aujourd'hui, il a un endormissement super facile. Bonne nuit, mon cœur. On le pose dans son lit. Et tout va bien. Et il s'endort et il dort de 19h30 à 5h, 6h du matin, ce qui n'a pas de prix, quoi. Ouais, à 19h30, t'as ta soirée. Et t'as ta soirée, mon Dieu, avec ton mec, quoi, ou avec toi, ou avec personne, ou avec ton... Voilà. Avec toi-même. Avec toi-même, ouais. En parlant de ton mec, quelle place il a pris dans cette histoire d'allaitement? Est-ce que dans les démarrages, tu as eu besoin de lui, tu vois, de son soutien? On dit que la place du papa, elle est essentielle dans les démarrages d'allaitement, parce que c'est pas facile, parce que tu as mal, parce que tu es un peu coincé sur ton canapé, ton lit, ou je ne sais où, ou à 4 pattes sur un tapis dans ton cas, quand on peut allaiter que bébé allongé. Quelle place il a pris là-dedans? Et comment cette place, elle évolue au fur et à mesure que l'allaitement avance, que cet allaitement de bébé se transforme en allaitement de bambin? Est-ce que lui, il était OK avec ça? Et puis même toi, après, tu me diras quelle vision tu avais de l'allaitement du bambin avant tout ça, parce qu'on sait que c'est pas un truc qui est encore très normalisé en France, voire, on va pas dire pas très, c'est pas du tout normalisé. Donc, comment vous vivez ça en couple, tu vois, cet allaitement? Déjà, pour le truc de l'allaitement du bambin, moi, la première, je disais à ma sœur, mais tu vas l'allaiter combien de temps? Tu l'allaites encore? Enfin, voilà, c'est tu as été cette personne qui pose les questions. J'ai été cette personne. Donc, je comprends, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de représentation, et c'est pour ça que je m'obstine à toujours poster ces photos d'allaitement partout, tout le temps, parce que, voilà, plus on en voit et plus on trouve ça normal. Moi, ce que je réponds toujours, c'est pourquoi on pose jamais cette question-là à une maman qui donne un biberon? Voilà, c'est exactement la même chose. Et pour Julien, je dirais qu'il est encore plus pro-allaitement que moi. C'est-à-dire que lui, il a vraiment la croyance que c'est comme ça qu'il est fort, c'est comme ça qu'il est beau, c'est comme ça qu'il est en pleine santé. C'est grâce à l'allaitement qu'on a le fils qu'on a, cette perle, cette sublimité. Donc, il me dit, mais tu te rends compte, il est tombé que 2 fois malade, enfin, alors qu'il a été super malade. Tu vois, il est en déni, quoi. Moi, je lui dis, mais non, Julien, il a été super malade, Néo, mais non, tu te rends pas compte, c'est génial, c'est le meilleur. Enfin, voilà. Donc, lui, il est à fond et il a toujours été à fond. Et comment il m'a soutenue? Julien, il vient de reprendre le boulot. Donc, tu vois, il s'est arrêté longtemps. En même temps, il bosse aussi à distance. Et il a fait plein de remplacements dans plein de restos, etc. Mais il a vraiment repris un boulot. Il est chef. Il a vraiment repris un boulot de chef où il a 25 personnes en dessous de lui. Il bosse 6 jours sur 7 avec des horaires de dingue qu'il y a quelques semaines. Donc, donc c'est récent. Il a été super présent. Évidemment, du coup, il cuisinait à fond. Génial, t'avais un chef à la maison, mais incroyable. Pas besoin des traiteurs postpartum et tout ça, quoi. Exactement, donc ça, c'était un peu le rêve, je pense, de toute femme. Donc ça, ouais, c'était génial. Du coup, il me nourrissait matin, midi et soir. En plus, toi qui mangeais pour 2. Exactement, donc je lui disais, fais-moi à manger, va faire les courses. Enfin, voilà, donc il s'occupait... Non, mais il s'occupait de la maison, il s'occupait de moi et il s'occupait de me prendre Néo quand j'avais besoin de me laver et de travailler un peu parce que j'ai jamais quand même vraiment arrêté. Instagram... ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, on va se le dire. Productivité toxique, plus, voilà. Mais oui, donc non, il a été d'un super soutien et il m'a suivi en fait. Quand j'avais envie d'arrêter, il disait bah oui, il faut arrêter. Bah arrête là, pourquoi tu lui donnes? T'as dit que t'allais arrêter là, bah, mais ne lui donne pas et tout, enfin tu vois. Et puis là, du coup, comme c'est plus vraiment un sujet, ni le sevrage, ni... Enfin, tu vois, c'est une espèce de... En fait, ça devient une seconde nature au bout d'un moment d'allaiter.
Même Julien, on n'en parle plus jamais de l'allaitement parce que bah voilà, je lui donne une tétée le matin. Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien. Je lui donne une tétée quand il rentre de la crèche et puis voilà. Mm. Donc non, aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet, mais il s'énervait quand je voulais le sevrer, que je le sevrais pas, et il me soutenait quand j'étais à fond, il me soutenait évidemment. Donc il a été derrière moi. Ouais, un vrai pilier. Peu importe le choix que tu fais, en fait, il est à fond, quoi. C'est ça, exactement. Ok, génial. Bien. Donc là, il n'y a pas de sevrage de prévu, du coup. Tu as abandonné cette idée de sevrer. En fait, idéalement pour moi, je le vois comme je ne me souviens pas. C'est ma conseillère en lactation qui m'a dit ça. Elle m'a dit, moi, je ne me souviens pas de ma dernière tétée. Ouais. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, magnifique. Enfin, en tout cas, ça veut dire que ça s'est fait du coup super facilement et naturellement et sans. Peu importe comment ça arrive, j'aimerais que ça se fasse naturellement et en douceur pour lui et pour moi. Que ce soit comme toi où un jour il en a plus envie. Et bah super, tu vois, si c'est lui qui choisit, c'est encore mieux. C'est plus facile. Ouais. Et du coup, on saura que c'est la dernière tétée, mais c'est ok. Ou bien, elle n'a pas eu lieu, du coup, je me souviens pas de la dernière. Oui, mais du coup, bon, la fois où il a tourné sa tête, en tout cas, tu t'en souviens. Et ou bien que ça se fasse en douceur et que je me dise, bon, bah voilà, je me souviens, voilà. Mais j'ai pas envie de me dire, là, c'est la dernière tétée, je vais pleurer, lui, il va pleurer, ensuite, je vais me battre. Non, pas du tout. Et j'ai pas non plus envie de faire ce truc de, on espace les tétées. J'ai essayé, hein, ce truc de toutes les 3 heures, etc., machin, j'ai pas tenu, quoi. Donc là, comme ça m'handicape plus, comme ça m'embête plus, je laisse faire, quoi. Ouais, tu vois que c'est pas un frein à toi, à ton épanouissement, à tes projets, etc. Donc en fait, ça devient un non-sujet. C'est ça devient un non-sujet, c'est que du plus là, hein. À 19 mois, c'est que du plus. Okay, il a presque plus besoin de lait, il boit encore des biberons à la crèche, mais il a presque plus besoin de lait. Et s'il n'a pas mon lait, il se porte très bien, donc tout va bien. Et quand il est à la crèche, il boit des biberons de lait industriel. De lait industriel. Que la crèche lui donne. Oui. Donc, enfin, qu'on choisisse, c'est un lait qu'on choisit, mais oui, que la crèche lui donne. Il est un peu en allaitement mixte, du coup, avec la crèche. Depuis ses 9 mois, ouais. Mais par contre, moi, j'ai jamais fait un biberon, je sais pas faire un biberon d'ailleurs. Et Julien, il a peut-être dû essayer de faire des biberons quelques fois, mais on n'a jamais réussi en fait à lui donner le biberon à la maison. Il n'y a que la crèche qui l'en prend. Il n'y a qu'à la crèche qui l'en prend, ouais. Ok, très bien. Ça me va. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire au sujet de ton allaitement avant que je te pose les 2-3 dernières questions? Non, au sujet de mon allaitement, non. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent, c'est... c'est ma question d'après, vas-y. Ok. Non, c'est ça, parfait. En tout cas, voilà, moi, je sais que pour le prochain, en tout cas, parce qu'on me demande aussi pour le prochain... Je me mettrai pas la pression de faire pareil. D'offrir la même chose au deuxième. La même chose. Je sais que ça, c'est controversé, entre guillemets, parce que... Non, mais c'est un vrai sujet. On est hyper nombreuses, je pense, à se dire qu'il faut offrir la même chose à tous nos enfants. Et Julien pense ça. Julien pense réellement ça. Moi, je sais que la situation ne sera pas la même parce que j'aurai déjà un enfant. Bien sûr. Que j'aurai pas la même, peut-être, vitalité, pas les mêmes envies, pas la même vie professionnelle, pas les mêmes projets, etc. Donc, je me laisse complètement... Enfin, voilà, je fais vraiment au jour le jour et j'ai toujours fait plus ou moins au jour le jour. Je me suis jamais interdit, ni d'arrêter, ni de continuer. Je me suis jamais rien interdit. Je me suis toujours écoutée et je me suis jamais sacrifiée. Même si on se dit, oh là là, toutes les 2 heures, etc. Je l'ai fait pour moi. C'était mon besoin, mon envie. Et c'est important de faire ses choix pour soi, pour ne pas reprocher plus tard. Enfin, je sais que... Ce pauvre enfant. Voilà, mais bon, souvent les mères sacrificielles, voilà, un peu l'archétype de la victime, ça peut être un peu je me sacrifie pour ensuite profiter de cette position-là pour taper sur l'autre et dire regarde comme tout ce que j'ai fait pour toi. Et moi, je veux évidemment jamais... Non, tu l'as fait en conscience. C'était pas toujours facile. Parfois, t'en avais marre, mais tu le faisais en sachant que c'était toi qui prenais cette décision-là. Voilà, je l'ai fait pour moi, pour le plaisir. C'était vraiment mon envie et je m'imposerai pas, rien du tout pour mon deuxième bébé, quoi. Si j'ai envie de pas allaiter du tout, d'allaiter 1 mois, 2 jours, et j'aurai eu aucune culpabilité là-dessus, quoi. Ce sera mon envie du moment et ce sera ok. Et voilà, et c'est ok en fait de faire différemment à chaque fois et j'avais envie de dire ça, quoi. C'est ça que tu as envie de dire aux mamans. C'est ça. Ton bon conseil pour un allaitement, c'est ça, c'est de faire en fait ce qui correspond à la maman. C'est ça. En priorité. Happy mommy, happy baby, quoi. Donc, votre bébé, il sera bien plus heureux de boire un biberon de lait si vous êtes souriante et pleine de vie et que vous êtes content de le voir plutôt que d'avoir le sein avec une maman qui pleure. Ça, c'est une évidence, quoi. Donc, pensez à vous en premier et votre bébé, tout lui ira. Tant que ça va pour vous, ça lui ira pour lui. Voilà. T'as complètement raison, je te rejoins sur ça. Tu connais l'interview Fast Milk? Non.
tu connais Non. pas. L'interview Fast Milk, c'est une interview de 4 questions à laquelle il faut répondre fast. Ok. Ok. Donc la première question, mais pour la première question, Louise, je vais pas te demander une seule tétée la plus insolite parce que pour te suivre un petit peu sur Instagram, je sais qu'il y en a plein. Donc je veux que tu me dépotes tous les endroits improbables, les positions et tout ce que tu veux dans lesquels tu as allaité. Parce que c'est à ce moment-là que je t'ai contacté, là, il n'y a pas longtemps, et que tu disais, je crois que si j'écrivais un bouquin sur tous les endroits où j'ai allaité mon fils, il ferait je ne sais combien de pages. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé des messages. Je t'ai dit, ça, c'est une question de mon interview. Alors, où est-ce que j'ai allaité à la montagne? J'ai allaité dans un œuf, j'ai allaité... Enfin, dans un œuf. Ouais. Dans un œuf, on se dit oui. À la dans montagne. un télésiège, voilà, dans un un télécabine. ou je sais pas Télécabine. comment, voilà. Ouais. J'ai allaité sur une calèche quelques heures après. J'ai allaité dans tous les moyens de transport que vous pouvez imaginer. Train, voiture, bateau, etc. Je t'ai vu sur une bouée dans une piscine. Avion, ouais, dans les piscines, à tous les dans la mer. Je saurais même pas dire. Non, mais je dirais que l'endroit le plus insolite, en fait, dans lequel et le truc, surtout, que je n'avais jamais vu, c'est que moi, mon fils, carrément, quand je l'ai dans les bras, dans la rue, il se jette tête la première sur mon sein, et que quand il est fatigué, et ben, je le porte, en fait, à l'horizontale, quoi. Comme un nourrisson. Comme un nourrisson, sauf que le mec, il a 19 mois, quoi. Enfin, il est grand, quoi. Et donc, je le porte comme ça et je l'allaite en marchant. Et ça, je n'avais jamais vu une femme allaiter un enfant de 19 mois à l'horizontale en marchant dans la rue. Voilà. Donc ça, je pense que tous les gens qui passent, ils devaient me regarder comme une folle. Mais je dirais que c'est un peu la position ou le moment d'allaitement le plus bizarre. Le plus insolite. Ouais. Mais sinon, oui, à peu près partout. Et je dirais que l'allaitement le plus douloureux, c'est toujours celui où on se penche par-dessus l'enfant en siège auto. Ça te nique les côtes. Mais oui, ça n'a pas été conçu pour ça. Non. Je l'ai dit dans un épisode il n'y a pas longtemps, j'ai dit c'est les ostéopathes qui ont inventé les sièges auto et les tétés en voiture. Vous êtes coincé et après vous venez au cabinet. Ah, ouais. Oui. Ah non, mais c'est horrible. Ouais, horrible. Donc ça, c'est la position. Et Dieu sait que dans les voitures, ils hurlent et tout. Et du coup, c'est le seul truc qui marche. Et du coup, j'ai passé des trajets entiers à me buter les côtes par-dessus. Voilà. Voilà pour les tétés un peu insolites. Ouais, mais... t'es pas la première ni la dernière. C'est vrai que la tétée en voiture, elle est très, très inconfortable. Ah ouais, on c'est peut l'horreur. détacher personne et tu te retrouves en porte-à-faux là, dans le siège auto. Toi, ça va, t'as l'aide de ton sein droit. Ouais. Enfin, je sais pas, ça dépend où est positionné le siège auto, mais ça peut devenir encore plus galère s'il est positionné côté conducteur. Exactement. Donc, Exactement. installez bien votre siège auto en fonction du sein que votre bébé prend. Exactement. C'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement? Ça peut être ironique aussi. Le plus glamour? Ouais, ou pas glamour. Oh là là, le plus glamour ou pas glamour, je dirais, ouais, non, bah, le premier truc auquel je pense, c'est tous les vêtements que tu butes. Au début, toi particulièrement, bon, moi, j'étais pas en reste non plus. Mais... Je racontais à Louise que j'étais en hyperlactation et que c'était difficile. Voilà, quand t'es en société et que tu t'essayes de te faire belle un peu au début et te dire « Ah, je retrouve mon corps et ma féminité », et que juste tu butes la magnifique robe ou le magnifique je sais pas quoi, haut, chemise ou quoi, et que t'as une énorme tache. Voilà, moment glamour, quoi. Ouais, surtout que le lait, en fait, ça reste. Hein. C'est pas... Ouais, et puis... C'est pas comme le champagne qui sent mauvais mais qui tâche pas. Le lait, ça sent bon mais ça tâche, quoi. Ouais, enfin, ça sent bon, sauf quand il reste coincé là dans le cou des bébés. Je sais pas si tu te souviens au début et que ça macère et que ça sent le fromage. Autre moment glamour. Voilà. Ça, c'est fait. Ta position préférée, Louise, dans le Kama Sutra de l'allaitement, on a compris que c'était pas la tétée dans la rue. Non, mais ça reste quand même la Madone. Je crois que c'est la Madone, hein. Enfin, la position un peu classique. Ouais, finalement, j'ai jamais fait le rugbyman ou je sais pas quoi. Ballon de rugby. J'ai jamais fait. Enfin, il y en a tout un tas que j'ai jamais fait, quoi. Et j'ai toujours allaité en Madone. Ouais, je trouve que c'est. Puis c'est le moment où je peux le plus aussi l'avoir. Aujourd'hui, là, je l'attaque même un peu de Guilly en même temps et tout. Enfin, c'est un moment un peu câlin, quoi. Ok. Et dernière question, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, qu'est-ce que tu me dirais? Magique. Magique. Magique.
Merci beaucoup, Louise. Merci à On va toi. se laisser là-dessus. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir raconté cet allaitement et puis ces différentes phases, parce qu'on voit que c'est pas linéaire et qu'il y a des hauts, des bas, des moments où on se dit qu'on va arrêter et puis en fait on continue et puis 19 mois après on est toujours là. Ouais, incroyable. Jusqu'à ce que ça devienne un non-sujet. Et je crois que c'est ça l'allaitement du moment, c'est quand ça devient un non-sujet, que toi tu trouves ton équilibre, que lui aussi, que le couple, la famille a son équilibre aussi et que peu importe ce qu'en pensent les gens autour, pour toi c'est normalisé et c'est ok. Très émouvant. Je suis au bord des larmes. Non, c'est émouvant. Donc merci beaucoup de nous avoir confié tout ça. Merci pour les mamans qui écoutent et que ça va aussi aider à normaliser ça. Moi ça me tient au cœur et voilà, tu auras participé à ça aussi, alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à tous et à tous, à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Wish I could take it